Au niveau, je dirais, c'est pas forcément l'impôt sur le revenu qui serait doublé. Il peut y avoir plusieurs sources de financement. On pourra en parler si ça vous intéresse, mais c'est l'ordre de grandeur. Et troisièmement, ça permet de répondre à l'objection que allouer une somme trop importante, en admettant même que les riches acceptent de le financer, au niveau de ceux qui sont un peu marginaux dans la société, pourrait déséquilibrer l'économie. Pas chercher à travailler. Oui, voilà. Alors, pour nous, et personnellement, je prends très souvent l'exemple des congés payés. On a aujourd'hui 5 semaines de congés payés. Si en 1936, le gouvernement de l'époque, alors que le droit au congé payé n'existait pas, avait dit on va démarrer d'entrée sur 5 semaines, je crois que la réforme n'aurait pas vu le jour à cette époque-là. Et deuxièmement, ça aurait désorganisé l'économie parce que les entreprises n'étaient pas préparées brutalement à fermer 5 semaines. Par conséquent, pour nous, il faut faire naître un nouveau droit. Et ce droit étant né, il sera irréversible, comme celui des congés payés. Aucun parti politique ne pourra un jour dire qu'on va supprimer les congés payés. Et si la somme allouée n'est pas trop élevée au départ, c'est une incitation pour la plupart à rechercher un travail. Mais le droit est né, et avec l'évolution du progrès, le montant augmentera au fur et à mesure de l'augmentation du PIB. Vous parlez de droit, je vais vous lire une phrase que j'ai retrouvée quelque part sur votre site. À long terme, les gains de productivité, fruits de l'intelligence humaine, vont certainement se poursuivre dans nos sociétés. La durée totale de travail va donc diminuer. La contrainte du marché rend peu réaliste l'hypothèse d'une augmentation sensible du salaire horaire pour les moins qualifiés. Les revenus nécessaires au ménage et au fonctionnement de l'économie seront nécessairement de plus en plus déconnectés du travail. De façon imagée, on peut dire qu'on va progressivement distribuer le salaire des robots. En réalité, l'héritage du capital social collectif. Le niveau du revenu d'existence augmentera donc naturellement avec le développement de la société, ce que vous venez de dire. Peut-on dire que la robotisation, on doit aujourd'hui se pencher sur le problème de la robotisation, dans la mesure où il y a des exemples patents aujourd'hui. On va dans les supermarchés, on trouve qu'il y a des automates, donc la robotisation qui occupe de plus en plus la place qui était celle de l'homme hier dans le marché du travail. Doit-on taxer la robotisation pour financer ce revenu d'existence-là ? Ça fait partie, après, je dirais, des sources de financement. Là, il y aura des choix, des arbitrages fiscaux. Mais je voudrais revenir sur la robotisation en elle-même. Il faut bien voir que quand je vous ai dit que le revenu d'existence était une réforme de société, si je développe l'approche économique, on va vers la réduction de la durée du travail. Enfin, on était déjà dans un processus qui malheureusement aujourd'hui est très politisé, car il y a au début du 19e siècle on travaillait 60 heures, et puis maintenant, je ne sais pas, par un courant politique que j'ai du mal à comprendre, on estime que si on travaille 35 heures, c'est pas bien, il faut travailler au moins 38, alors que la durée du travail ne cessera de diminuer, à moins qu'on s'ingénie à réduire le progrès technique et les progrès de productivité, ce qui est totalement aberrant. D'ailleurs, on n'y arrivera pas. On peut freiner les gains de productivité, mais la productivité, c'est le fruit de l'intelligence humaine. Par conséquent, le progrès ne cessera d'augmenter. Alors, à moins de surconsommer, ce qui, au niveau écologique, n'est pas pensable à long terme, la durée du travail ne cessera de diminuer. Par conséquent, si on veut que tous les revenus soient issus du travail,
le coût horaire des moins qualifiés deviendrait exorbitant. Si travaillant 2 fois moins, on veut que le revenu mensuel soit identique, ça veut dire que le coût horaire doublerait et il sortirait de l'acceptabilité du marché pour des opérations peu qualifiées. Par conséquent, il faut voir qu'il faut au contraire accélérer la robotisation et pour que les gens puissent bénéficier d'un revenu global décent, c'est le revenu d'activité, disons, salarié qui va se stabiliser et le revenu qui va augmenter va être le revenu d'existence. Et c'est ce qu'on disait dans la phrase que vous avez recitée, c'est d'ailleurs moi-même qui l'avais rédigée, ce sera en quelque sorte le salaire des robots. Alors, faut-il taxer les robots un peu plus que la main-d'œuvre ? Je dirais que ça, c'est à voir en fonction, si vous voulez, des comportements. Dans les sources de financement, vous avez le revenu, vous avez le patrimoine, vous avez la consommation, vous pouvez avoir les transactions financières, et vous pouvez avoir des taxes écologiques. Et dans les taxes écologiques, on peut envisager une sous-catégorie qui serait la taxation des robots. Une des propositions du parti Vivant Belgique qui prône pour le revenu d'existence, lui, dans une phase actuelle, estimerait qu'il faudrait détaxer tout le travail humain, considérant que c'est une façon de donner le maximum de chance aux individus par rapport à la robotisation. D'autres disent faut rien changer, d'autres disent il faut taxer les robots. Personnellement, je pense que je ne verrais pas d'un bon œil une forte taxation des robots, mais je pense que là, il faut être assez pragmatique. Au départ, il faut partir sur le maximum de sources de financement. Et puis, il faudra ajuster en fonction de ce qui va se passer, parce que la fiscalité, c'est quelque chose que l'on peut adapter en fonction des résultats de l'économie, en fonction du comportement des individus. Mais personnellement, je suis pour la robotisation. En vous écoutant et en observant ce que vous prônez, le revenu d'existence, en observant aussi la grande croissance de la robotisation, ne sommes-nous pas en train d'assister à la fin du système capitaliste? Ne sommes-nous pas en train de vivre le retour du communisme? Je pense pas, parce que il faut faire une distinction. Si on revient sur l'analyse marxiste, la thèse de Marx, c'était la collectivisation des biens de production. Et ils avaient tout nationalisé, en estimant que c'était le capitalisme qui aliénait l'homme à son travail et que la collectivisation allait libérer l'homme. L'expérience a montré que le collectivisme stérilisait l'initiative individuelle et c'était pas le meilleur facteur d'innovation. Car dans nos économies, on peut dire que le progrès, c'est essentiellement de l'initiative et de l'innovation. Et que le collectivisme, de ce point de vue-là, n'était pas le meilleur système. Alors, on a aujourd'hui, à la suite, si vous voulez, de la chute de l'URSS, un retour extrême au capitalisme, et je dirais qu'on n'est même plus dans le capitalisme économique, on est dans le capitalisme financier, qui est en lui-même quelque chose qui n'aurait jamais vu le jour si l'URSS ne s'était pas effondrée, parce que cette fois-ci, il n'y a plus aucune contrepartie et on assiste à une dérive qui est très nuisible au niveau économique. Alors si on veut arriver à un système qui me semble personnellement le plus efficace,
il faut tout faire pour briser le capitalisme financier qui, lui, ne produit pas d'économie, mais joue uniquement sur la spéculation des actifs et qui ne crée aucune richesse réelle. Il faut donc libérer l'individu au maximum pour qu'il soit libre et créatif et faire en sorte qu'il produise le maximum de richesse. Mais il faut jouer sur la répartition des revenus. Car le danger du capitalisme, et si on prend les thèses de Piketty, bien connues, avec le capitalisme au XXIe siècle, on assiste à la reconstitution de richesses accumulées par quelques-uns. Alors c'est ceci sur lequel il faut agir en disant il faut que la collectivité soit la plus dynamique possible, qu'il y ait le maximum de liberté, le maximum d'initiative, mais il faut éviter l'accumulation de richesses. Il faudra faire en sorte que chacun bénéficie d'un minimum de revenus, d'où la notion de revenu d'existence, et il faudra jouer sur la fiscalité pour éviter, en taxant les héritages, en taxant le patrimoine, en taxant l'accumulation des richesses, qu'il y ait une mainmise d'une minorité sur les richesses collectives. Mais prenons le cas de la France. Lorsqu'on taxe beaucoup les riches, appelons-les comme ça, mais ils quittent la France. Ah ben c'est tout le problème. C'est tout le problème. Si vous voulez, en ce moment, nous marchons sur la tête. On a fait une mondialisation avec une libéralisation des capitaux. Par conséquent, vous avez des paradis fiscaux et au niveau de l'Europe, si on prend le cas de l'impôt sur les sociétés, une concurrence entre États, et il est facile pour une multinationale d'optimiser ses gains en allant fixer son siège social dans les pays qui sont les moins taxés. Donc, je dirais qu'on a un gros problème au niveau européen, au niveau mondial. Tant qu'on ne luttera pas contre les paradis fiscaux, tant qu'on n'arrivera pas à une harmonisation européenne, au moins européenne sur l'impôt sur les sociétés, cette dérive, il n'y a aucune raison qu'elle continue pas. Vous a-t-on jamais taxé de gauchiste en vous écoutant, M. Vertigny? Je dirais, oui, enfin, dans une certaine mesure, lorsque je fais partie de ceux qui disent que l'accumulation de richesses n'est pas bonne pour la société, c'est plutôt une approche de gauche que de droite, mais j'ai des amis de droite qui considèrent aussi que la dérive actuelle, quand on voit les surrémunérations de certains, n'est pas dans leur logique. Alors, vous avez à ce sujet deux écoles, celles qui disent qu'il faut qu'il y ait un revenu maximum, et celles pour laquelle j'avais beaucoup discuté avec Bresson, et considérant que c'était pas évident, mais ça c'est des sujets, si vous voulez, qui débordent un peu le problème du revenu d'existence, qu'il n'était pas évident de fixer un revenu maximum, surtout que diraient probablement beaucoup d'échappatoires. Et personnellement, je penserais plus, mais ceci, je dirais, est une opinion partagée, qui était partagée par Bresson et moi-même, en disant, il faudrait dire, un peu à l'américaine, vous pouvez gagner ce que vous voulez, mais au-delà d'un certain montant, la collectivité voudrait que vous dépensiez vos revenus de façon intelligente. Par conséquent, si vous l'allouez à des fondations reconnues d'utilité publique, eh bien, à ce moment-là, vous êtes exonéré sur ces sommes et l'allocation que vous faites sera utile à la collectivité si on estime que le don que vous en faites
est utile pour la collectivité. Et ça vous valorise doublement. La première, c'est que vous avez montré que vous étiez puissant, que vous saviez gagner beaucoup d'argent. Mais la deuxième, que vous étiez généreux et que vous pensiez à la collectivité. Donc nous, notre approche, mais c'est une simple, si vous voulez, hypothèse, c'était de dire ne taxons pas les surrevenus ou les limitons pas, mais faisons en sorte que s'ils ne sont pas utilisés de façon utile à la collectivité, ils soient alors lourdement taxés. Avant de terminer cette interview, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oubliée? Non, je dirais que, le regrettait Yolande Bresson, avec qui j'étais très ami, puisque pendant toute la vie que j'ai vécue avec lui au sein de l'Air, de 93 à son décès l'année dernière, je l'avais d'ailleurs vu encore au mois de juin, il n'a pas eu la chance de voir son œuvre concrétisée. Alors, je dirais que ça fait maintenant plus de 20 ans que je milite pour ça. Je souhaiterais, bien que je sois plutôt jeune, avoir la chance de voir le revenu d'existence enfin instauré. Les choses sont difficiles. Il y a beaucoup de jeunes maintenant avec le mouvement français pour le revenu de base qui lui a pour vocation précisément de diffuser largement sur le terrain, ce que n'était pas la vocation de l'Air, qui travaillait plutôt au niveau du lobbying près des politiques et des universitaires. Ils pensent que ça pourra arriver vite. Moi, je pense que d'ici une dizaine d'années, peut-être plus tôt, mais au moins d'ici une dizaine d'années, le revenu d'existence sera instauré. Il ne le sera que s'il y a une forte pression de la base. Les politiques, pour eux, se défilent un peu. En aparté, certains sont pour, mais comme il n'y a pas de pression de la base, ce n'est pas un projet porteur qui vous fait gagner des voix. Donc il faudra qu'il y ait une certaine pression du peuple, un peu comme l'écologie. Au départ, les politiques s'y intéressaient pas. C'est parce qu'il y a eu une pression de la base que maintenant tous les politiques parlent d'écologie. Je pense que ça va être pareil pour le revenu d'existence. Il faut que l'idée se diffuse, que les citoyens en perçoivent vraiment la portée, et à ce moment-là, les politiques porteront le projet. Donc je pense que d'ici une dizaine d'années, ça devrait être le cas, et peut-être plus tôt. Certains pensent que 2017 serait peut-être l'opportunité auprès de certains politiques de se poser la question. Personnellement, j'en suis pas persuadé, mais on œuvre pour cela, et tout notre travail a quand même porté ses fruits, parce qu'il y a 25 ans, probablement vous ne m'auriez pas interviewé parce que on était une poignée. Il faut voir qu'on vient de très loin. Quand Bresson, avec Guiton, fondait l'Air, ils étaient 3 ou 4. Aujourd'hui, le sujet se diffuse, on a donc beaucoup progressé, et on a, je pense, décollé. Je prends l'exemple d'un avion sur la piste d'envol. Je crois que maintenant, les roues ont quitté le sol. On n'est pas encore dans la phase ascensionnelle, mais après, ça démarrera très vite. Merci beaucoup, M. Bertillier. Bon, c'est moi qui vous remercie. Je pense que j'ai répondu à vos questions.